Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la franco-afghane Sheila Nouri. Bonjour Sheila. Bonjour Jocelyne. Je vous remercie vivement d'avoir accepté cette invitation à venir dans notre podcast Femmes engagées. Je voulais dire que nous nous sommes connus à Paris et que vous êtes la fondatrice et la présidente de Afghanes de France. Sheila, je vous laisse d'abord vous présenter. Alors, je suis Sheila Nouri, d'origine afghane, et enfui en France. Finalement, j'ai grandi en France. Donc, je suis née à Kaboul en 1978 et j'ai dû quitter l'Afghanistan suite à l'invasion soviétique et la disparition de mon père. Donc voilà, migration vers le Pakistan durant 4 ans, ensuite la France. Pourquoi la France? Parce qu'on avait un oncle qui a réussi à nous faire sortir. Donc, je suis fière de vivre en France parce que c'est vraiment un pays des droits de l'homme, malgré quelques complications ces derniers temps, on a envie de dire. Mais honnêtement, je suis ravie de vivre dans ce pays où, malgré tout, nous avons cette liberté de penser, d'agir, et d'agir surtout au nom des peuples opprimés, on va dire. Donc, vous y êtes depuis que vous êtes toute petite, quoi. C'était 1979. Donc, nous sommes arrivés en 86 en France. Donc, oui, j'ai passé ma vie en France. Je suis plus française qu'afghane, mais plus afghane que française. Donc, les deux vont très bien. Vous avez un pied sur chaque terre, en quelque sorte. Oui, on nous a inculqué, ma mère nous a très bien inculqué la double culture. On a, aussi bien quand on est dans notre communauté, on a très très bien notre côté afghan, et puis quand on est avec nos Français, je suis très très bien française en fait, on a très bien assimilé notre double culture. Alors, racontez-moi quand même un peu ce que votre association Afghanes de France fait, et puis on parlera après de l'Afghanistan d'hier et d'aujourd'hui. Alors, l'association, je l'ai créée avec ma sœur suite à la prise de pouvoir. J'avais déjà pensé bien en amont, 2 ans auparavant, j'en avais beaucoup parlé avec ma maman de cœur, Marie-Claire. Et c'est vrai que j'avais été happée par le travail, j'avais pas eu le temps de la créer. Puis quand il y a eu la prise de pouvoir, ma sœur a dit on y va, on se lance dans l'association, on va aider nos sœurs, puisque ce sont nos sœurs. C'est pas que ce soit des Afghanes, mais toutes les femmes sont nos sœurs. Donc on s'est lancé dans cette aventure La création d'Afghanes de France s'est faite fin août 2021 et c'était pour apporter une aide humanitaire. Ce n'est pas la peine de le rappeler, mais enfin, le 15 août 2021, après 20 ans de répit, les talibans reprennent Kaboul. Je me souviens vraiment comme si c'était hier, et je m'en souviendrai toujours. Ça a été comme un coup de tonnerre. Et donc, c'est suite à ça que vous avez très vite réagi et que vous avez souhaité créer cette association. Donc, la création d'Afghanes de France s'est fait très vite. Voilà. Il fallait se mobiliser et être leur porte-voix, leur porte-parole. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur ce que vous faites dans cette association, qui est combien utile? Oui, eh bien, nous, quand on a créé l'association, c'est que les femmes ont demandé automatiquement à ce qu'on les aide au niveau humanitaire. Parce que c'est ce que je dis toujours, c'est que l'Afghanistan allait mal au niveau économique bien avant la prise de pouvoir des talibans. Et cette prise de pouvoir n'a pas arrangé, a plutôt aggravé à un stade hors norme, là, désormais, sur le plan économique, social, sur tous les plans, on va dire. L'Afghanistan va mal. Donc là, on nous a dit, aidez-nous à manger, puisque je pense qu'on a tous vu ces images à la télévision où les femmes vendaient leurs enfants
pour pouvoir nourrir le reste de la tribu. Donc ça, c'est moi en tant que maman, c'est même pas en tant qu'Afghane, en tant que maman, je sais même pas. On peut pas les critiquer, c'est pas possible, mais se dire qu'est-ce qui se passe, quelle horreur. Moi, j'ai 4 enfants, je me verrais pas choisir un des 4, en vendre un, c'est pas possible. Donc là, automatiquement, c'est l'humanitaire, c'est apporter, c'est les aider à manger dignement pendant 1 mois au moins. Donc cette aide est cruciale pour. Malheureusement, mon association pour l'instant elle est toute petite. Elle s'agrandit du jour en jour et ça, j'en suis vraiment très fière. Mais on n'est pas assez à faire de l'humanitaire en Afghanistan. Parce que tout le monde parle de l'éducation, c'est magnifique et je soutiens toutes les associations et ONG qui aident au niveau de l'éducation. Mais là, actuellement, c'est vraiment l'humanitaire qui prime surtout. Oui, parce qu'on voit bien effectivement que depuis 2021, les talibans n'ont eu de cesse de restreindre toujours plus les droits des femmes. Moi, je dis toujours, en fait, il faut faire plus court, c'est qu'ont-elles le droit de faire désormais ? Quels sont les droits qui leur restent ? Pour l'instant, elles peuvent encore respirer toutes seules. Oui, mais sous la burqa. Sous la burqa. Je ne sais pas si vous avez essayé, c'est horrible. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez pressant. C'est des tissus lourds. C'est ce grillage au niveau des yeux et quelque chose aussi extrêmement handicapant dans le quotidien. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle un carcan, c'est vraiment ça. Et je ne dirais jamais autre chose de ça. Il y a pas de mots pour dire, moi, au bout de 2 secondes, j'ai tout fait en dessous. Alors, celles qui sont obligées de le porter pour sortir, moi, j'aurais pas pu. Au départ, ils ont juste attaqué sur la sphère publique. Là, désormais, c'est la sphère privée. Au niveau du travail, au niveau de la vie quotidienne, elles n'ont plus le droit d'aller dans les parcs, elles n'ont plus le droit, depuis longtemps, d'aller au bain public, de travailler, évidemment, d'étudier. Ça, c'était les premiers droits qui ont été retirés. Elles n'ont plus de droits, tout simplement. Alors qu'on sait très bien que dans les villes modernes, à part dans les classes aisées, il n'y a pas de salle de bain dans les logements, non. Donc le bain public. Alors tout est interdit. Elles n'ont pas le droit de s'exprimer en public. Ce n'est pas pour rien que l'ONU et les agences internationales et les humanitaires disent que c'est le pays où le sort des femmes est le pire de la planète. Tout est interdit. J'ai interrogé pas mal d'Afghanes ou de personnes, de journalistes notamment, qui se sont dédiés à l'Afghanistan et qui me disaient qu'en effet, ce qui est vrai aussi, c'est que les 20 ans où les talibans ont été mis de côté, en quelque sorte, ils l'ont été dans les grandes villes. Mais que dans les campagnes, et l'Afghanistan est à 80% une terre rurale, il restait quand même assez présent, les talibans. J'ai envie de vous dire, pour y avoir été 4 fois quand même, même à Kaboul, vous les voyez. Hein. Un homme, vous le voyez à son regard si c'est un taliban ou pas. Un taliban vous regarde, mais je vous dis pas, un regard une noirceur horrible. En fait, vous êtes un animal, il est en train de dire « je vais la chasser ». Et donc justement, aujourd'hui, par rapport aux droits des femmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je sais que vous luttez pour la dignité des Afghanes, mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par rapport à cet apartheid de genre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Malheureusement, actuellement, personne ne peut rien faire parce que ce pays a été donné. C'est même pas abandonné, c'est que ce pays a été donné. Parce que tout le monde me dit abandonné, je dis non, ce pays n'a pas été abandonné, ce pays a été donné. C'est beaucoup plus... Avec les armes, avec la population. Avec les ustensiles, voilà. les engins on est bien d'accord, avec des engins de guerre qui coûtent des milliards qu'on a abandonnés. Je trouve ça quand même hallucinant alors qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent. En fait, on a donné tout ce pouvoir à un régime qui n'avait rien au final et qui désormais a tout. Donc, comment aider ? Eh bien, tout de suite, pour l'instant, tant que, j'ai envie de vous dire, les Américains n'auront pas décidé de bouger, personne ne bougera. Donc, comment faire ? Actuellement, c'est aider les activistes. Parce qu'on me dit qu'il faut sortir toutes les femmes afghanes. Moi, ce serait mon rêve, mais il faut être objectif. On ne peut pas faire sortir tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est par contre faire sortir les activistes, les vrais activistes qui sont vraiment dans les pays limitrophes ou à Kaboul même ou en Afghanistan. Il y en a beaucoup. Pour moi, c'est un appel au gouvernement, c'est mettre une cellule en place. Regardez bien toutes ces demandes de visa asile de tous ces activistes, parce qu'il y en a de vrais activistes qui sont vraiment en danger, mais octroyez-leur leur visa asile. C'est bien beau de dire à la reconnaissance de l'apartheid de genre, mais si c'est... En fait, excusez-moi. Si ça reste des mots. Ce sont des mots, je suis désolée. Ce sont des mots, je le dis, je le crie haut et fort, ce sont des mots. Moi, j'attends des actes et les actes, je ne les ai pas, je suis désolée. Les actes, je les ai parce que oui, l'apartheid de genre joue sur les demandes d'asile pour les femmes ici sur le sol français, enfin de l'Occident, mais en fait, non.
Moi, les femmes, dès qu'elles ont entendu la reconnaissance de l'apartheid de genre, parce que j'ai des tas de messages, je dis non, ça ne joue pas en votre demande de visa asile. Ils me disent comment ça? Je dis c'est de la poudre aux yeux. Comment ça? Alors, je leur explique un petit peu ce terme poudre aux yeux, parce que j'aime bien l'utiliser malheureusement, parce que c'est exactement ça. C'est un effet de communication, un effet d'annonce. On peut espérer que ça sera suivi notamment de l'octroi du statut automatique de réfugié pour celles qui parviennent à s'exiler et à le demander. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes de visa dans les ambassades, que ce soit au Pakistan ou en Iran, mais elles ne sont pas prises en compte. J'aimerais que le gouvernement, puisqu'on dit que les ambassades sont indépendantes du gouvernement, j'ai envie de dire non. Elles ne sont pas indépendantes du tout, je suis désolée. Mais là, c'est au gouvernement de dire, voilà, vous avez ces fameuses demandes de visa asile, dans ce cas-là, envoyez-les-nous. Là, on va mettre en place une cellule de crise. Étudions-les, mais sérieusement. Et qu'on ne fasse pas juste une annonce de dire, voilà, la reconnaissance d'apartheid de genre, et puis non. Moi, j'attends les actes. Et c'est vrai que quand on est activiste, on a le sentiment que le reste est un peu mou. Justement, est-ce que vous définissez vous-même comme une féministe? Moi, je ne me définirais pas du tout comme une féministe, plutôt humaniste. Parce que le mot féministe, je trouve qu'à notre époque, il a perdu son sens. Je le vois avec nos féministes, il a complètement perdu son sens et le féminisme. Je préfère pas trop rentrer là-dedans parce qu'on me dit toujours tu tapes sur les féministes. Je dis non, je tape pas, je préfère dire la vérité parce que c'est le féminisme, c'est à deux vitesses. Je vais comparer les Afghanes avec les Iraniennes. Il faut savoir que je suis solidaire à 1000% avec les Iraniennes parce que ce sont nos sœurs, puisque ce sont nos voisines. Nous avons la même culture, à peu près la même langue. C'est pour ça que je suis solidaire avec toutes les femmes d'abord. Partout dans le monde, peu importe leur religion. Aucune femme n'a à subir les guerres, les oppressions, l'obscurantisme. Aucune, peu importe leur religion. Mais là, c'est bien sûr que mon soutien va directement aux Iraniennes parce que je vous dis, on a la même culture. Nous sommes des sœurs, vraiment des sœurs. Donc, on a vu la différence entre les Afghanes quand il y a eu cette prise de pouvoir, les talibans de 15 août, et puis la mort malheureuse, horrible de Mahsa Amini, où il y a eu par contre une effusion de solidarité de la part de tout le monde. Et là, les Afghans ont dit, mais pourquoi pas nous? Et je dis moi-même, pourquoi pas elles? C'est vrai qu'il y a une protestation. Je me trompe peut-être, mais est-ce que les Iraniennes activistes sont depuis plus longtemps organisées pour se battre, alors que peut-être on ressent moins cela chez les Afghanes, qui n'ont pas un réseau aussi puissant? C'est différent, parce que l'Iran, il faut savoir, c'est que malgré l'obligation du port du voile, c'est que les femmes ont toujours été quand même autorisées à étudier, à travailler. Il faut savoir, la différence est énorme. Et l'Iran n'a pas du tout le même vécu que l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre depuis l'invasion soviétique. Même si on parle de 20 ans de paix, je suis désolée, moi je parle toujours de pseudo-paix. Parce qu'il fallait y aller durant ces 20 années. Moi, j'y suis allée, excusez-moi. Quand vous sortez, que vous êtes là, vous êtes certain de ne pas rentrer en ville le soir, vous n'allez pas me dire que c'est un pays en paix. Vous sortez, vous regardez sous la voiture s'il n'y a pas une bombe qui est collée, c'est pas un pays en paix. Vous voyez des crevasses, on vous dit il y a tant de personnes qui sont mortes, je suis désolée, c'est pas un pays en paix. Donc non. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme différence, on ne peut jamais comparer, dire non mais l'Iran, non, je dis non, vous ne comparez pas, ce n'est pas comparable. L'Iran, malgré tout, c'est un pays qui a été en paix, qui a eu connu, ça, bien sûr, sa période de guerre, mais qui n'a pas eu l'ingérence, enfin qui a eu ce pouvoir-là de ne pas laisser les pays étrangers s'interférer dans leur vie politique. L'Afghanistan est un pays en fait, qui n'a jamais eu l'occasion, on n'a jamais permis à ce peuple de pouvoir s'émanciper. Et malheureusement, on a toujours eu des politiciens plus que corrompus. Là, avant de taper sur les talibans, il faut taper sur les anciens gouvernements. Ce sont les premiers qui sont responsables de ce qui se passe actuellement au pays. Ce sont les premiers. Karzai et Ghani sont les principaux. Pour moi, je suis désolée, mais je le dis, il y en a qui me disent non, les talibans ont leur tort, mais bien avant eux, c'était les anciens. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, selon vous, de gouvernants qui ait le sens, en tout cas, de leur peuple? Non, il fallait juste, pour moi, je vous dis, j'ai pas fait les grandes écoles. La première fois de ma vie, je suis retournée en Afghanistan, c'était décembre 2014. Et en fait, celle qui n'a pas fait quasiment d'études par rapport à nos grands politiciens, j'ai vu ce qui n'allait pas en Afghanistan en 2 secondes. La corruption à 2000%. Comment on a pu ingérer pendant 20 ans des milliards? On voit en 2 secondes ce qui ne va pas. La corruption, on ferme les robinets à un moment donné. Pour moi, il fallait se donner 5 ans. Après la prise de pouvoir, enfin, une fois les talibans avaient chuté en 2021, se donner les 5 ans maximum. Au bout de 5 ans, on voit qu'il y a la corruption, on ferme les robinets, on voit ce qui ne va pas, mais on n'injecte pas durant 20 ans, on voit ce que ça a donné. Où sont passés tous ces milliards?
Quand nos hauts dirigeants, le 15 août, après, ont osé dire « Oui, mais nous avons injecté des milliards », je trouvais ça honteux comme discours. Mais vraiment honteux, que ce soit l'outre-mer ici. Enfin, mais les politiciens, vous êtes dans quel monde? Pourquoi parlez-vous de ça? Le pire, c'est que tous nos hauts dirigeants sont allés faire un tour en Afghanistan. Ils ont vu ce que nous, petits peuples, avons vu. Moi, petite Française, j'y suis allée, j'ai vu. J'ai dit « Mais moi, j'ai vu le problème tout de suite. » Alors, comment ça se fait que nos hauts dirigeants, avec ces hautes études, ils n'ont pas vu ce qui n'allait pas? Non, je suis désolée, il y a des questions qui se posent. Moi, au gouvernement, j'ai envie de dire, pourquoi vous avez fermé les yeux, c'est plus simple. Il y a la corruption partout, on est d'accord. Ici, elle est invisible, mais en Afghanistan, elle est visible à l'œil nu. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, vous le voyez. Merci pour cette franchise, pour votre analyse et surtout pour votre sincérité. C'est très important de vous entendre, vous, femmes engagées du monde entier, et effectivement les Afghanes en particulier, parce que c'est quand même le pire pays pour les femmes. On le dit, on le répète, je le répète encore. Néanmoins, nous allons passer à la deuxième partie de cette interview et nous allons aborder, si vous le voulez bien, votre vie plus personnelle. Et là encore, sentez-vous libre de répondre ou pas, ou d'en parler ou pas. Nous vous écoutons, chère Sheila. Je suis née à fin d'une période dorée en Afghanistan, dans une famille de privilégiés. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de savourer ce privilège. Nous avons dû migrer vers le Pakistan, qui détestait déjà à l'époque les Afghans. Voilà, ce sont nos voisins. Une femme veuve avec 4 enfants, je vais vous dire, n'est pas appréciée du tout. Donc, passer d'une vie de privilégiée, moi, j'ai aucun souvenir parce que j'avais que 2 ans. Mais ma mère l'a très mal vécu au Pakistan. Donc, nous avons vécu une vie très, très dure au Pakistan. Durant l'invasion soviétique, les hauts fonctionnaires se faisaient enlever et tuer. Donc, mon père était l'équivalent du préfet de Kaboul. Il s'est fait enlever, donc on se doute bien que depuis toutes ces années, il est mort. Et ma mère était procureure de Kaboul, donc pareil, on lui a dit que c'était son tour. C'est pour ça qu'elle nous a pris, nous, ses 4 enfants, sous les bras, et puis elle a pris les routes de l'exil, une semaine à travers les montagnes, sous les bombes et tout ce que vous voulez, pour arriver au Pakistan, où on a vécu dans un état de pauvreté extrême. Et petit à petit, vers la fin, on a réussi à remonter la pente, enfin ma mère surtout, et parce qu'elle a commencé à travailler à l'ambassade d'Iran. Et puis à cette période-là, mon oncle nous a envoyé un visa. À l'époque, ça se faisait très facilement. Parce qu'à l'époque, les Français ne savaient pas ce que c'était que l'Afghanistan. Donc nous étions vraiment des aliens. Mais voilà, avec nous, ils ont enfin vu des Afghans. Moi, j'ai toujours ce souvenir-là de tous mes amis d'enfance. Ah oui, oui, ça existe, on est là. Donc voilà, enfance, on va dire dorée en France, après. J'ai eu une enfance tout à fait normale, comme tous les enfants français. À l'intérieur, chez nous, c'était culture afghane. On a eu cette double culture à la maison. À la maison, on était interdite par les Français, parce que ma mère ne voulait pas qu'on perde notre langue. Elle avait raison. Donc, je parle parfaitement ma langue, enfin, j'essaye. Et à l'extérieur, j'ai été entourée, je vais dire, par les meilleurs Français, tout comme par les meilleurs Afghans. Donc, j'aime le côté humain. Donc, une enfance tout à fait normale, des études normaux comme tout le monde. Et puis, petit à petit, mariage, enfant, tristesse. J'ai eu un premier mariage où je suis devenue veuve à l'âge de 24 ans. Un remariage qui bon, je ne le regrette pas parce que j'ai une petite dernière que j'adore. Je ne pourrais pas vivre sans Lisa. Mais voilà, 2 vies. Ensuite, je suis tombée dans le monde de l'interprétariat. C'est là où j'ai découvert vraiment ma communauté. Parce que moi, ma communauté, c'était juste ma famille proche ou la famille lointaine, mais c'est tout. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les Afghans. J'ai découvert les ethnies, parce que pour moi, Afghans, on était tous pareils. Je découvre que moi, je suis tadjik, il y a Hazara et les autres. Moi, je suis de l'ethnie tadjik. Je dis, maman, je ne savais pas qu'il y avait des ethnies. Et j'ai quand même des gènes pachtoun du côté de ma défunte grand-mère, mais je ne parle pas le pachto. Voilà, donc je tombe dans l'interprétariat. Je découvre les malheurs du pays à travers les récits. Les récits de ce qui se passe en Afghanistan et durant les trajets des migrants, c'est horrible. Excusez-moi, parce que ça veut dire que vous êtes devenue traductrice, et notamment pour les migrants qui arrivaient. Du coup, vous avez dû avoir des témoignages terribles. Oui. Terrible, c'est quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de suivi psy derrière. Donc des fois, quand vous rentrez chez vous avec ce bagage derrière vous, c'est horrible. C'est un poids extrêmement lourd. Donc voilà, je suis tombée dans ce monde-là. Et puis après, il y a le monde associatif. C'est la création d'Afghans de France petit à petit. J'y suis à fond à 2000%. Beaucoup de gens se plaignent, dont mes enfants. Ils disent, l'association nous a volé notre maman, mais j'essaie de leur inculquer parce que ça aurait pu être vous là-bas. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de m'occuper d'autre chose. Donc mes enfants en pâtissent énormément, ma famille en pâtit.
Mais ils sont pires, je trouve. Ils sont encore plus dans la demande. Je vous assure, c'est pire, plus ils grandissent. Mais je dis toujours, vous avez quel âge? Quel âge ont-ils? Alors, l'aîné, bientôt 26, la deuxième, 24, troisième, 22, dernière, 19 ans. C'est surtout le troisième qui se plaint énormément d'avoir perdu sa maman. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas trop le temps pour des activités, mais dès que je peux, je fais des sorties avec mes enfants au cinéma. Le peu de temps que j'ai, je l'accorde à mes enfants, il faut le dire. J'aime la peinture, mais c'est vrai que là, j'ai plus le temps du tout. Ma passion, c'était la peinture. J'ai fait quelques petits tableaux que j'ai offerts à mes amis. Mais là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis tellement happée par l'association et par mon travail de l'autre côté et mes enfants. Parce que là, je vois que je les ai tellement abandonnés que même s'ils sont adultes, ça reste des enfants. Et puis, j'essaie de leur apprendre par mon militantisme à être ouverts sur le monde. Parce que je vois que beaucoup de jeunes de nos jours ne sont pas ouverts. Même s'ils m'en veulent maintenant, je sais que plus tard, ils deviendront, j'espère pour eux, militants, ou qu'ils ont l'empathie que j'ai. Et puis, je pense que de toute façon, ce que disent en général les psys, c'est qu'il vaut mieux avoir une maman très occupée, dont on est fier, parce qu'elle est à sa passion et qu'elle donne aussi à l'intérêt général, à l'intérêt des autres, plutôt qu'une maman qui est à la maison et qui s'y ennuie ou qui est frustrée. Et c'est exactement ça. Il y a des jours où je reste à la maison, je me suis en mode stress total pour les enfants, je me tiens. Je dis, mais c'est pas possible, je peux pas, il faut. Mais quand je suis à la maison, je suis sur le téléphone en train de voir ce qui se passe et de partager les informations. Ils me disent, même là, tu peux pas rester tranquille. J'ai dit non, parce nous sommes des porte-voix et il n'y a pas de repos pour les porte-voix. Oui, absolument. Quels sont vos rêves? Mon rêve, au niveau de l'Afghanistan, je souhaite que les femmes puissent enfin de nouveau revivre librement. On ne se rend pas compte de la liberté que nous avons ici. Là, je vous dis, je prends ma voiture, je rentre à pas d'heure, mais ces femmes-là, elles ne peuvent même pas sortir s'acheter un pain tranquillement toutes seules. C'est ça. Je ne me vois pas être accompagnée de ma rame. Je crois que je finirai par le taper, je suis désolée. Mais j'essaie de comprendre, je ne peux pas. Oui, liberté pour elles. Vos autres activités, pour compléter votre témoignage, donc. Vous avez dit que vous aimez la peinture. Je suis dans l'écriture de mon autobiographie. C'est sortir de sa zone de confort, ça. Ça fait beaucoup de mal, on ne se rend pas compte, mais ça fait très très mal. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait mal. C'est une activité, effectivement, qui occupe bien. Voilà. Alors, pour compléter votre portrait et en sorte de conclusion de cet entretien, je vous propose de répondre au célèbre questionnaire de Proust, fortement revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Est-ce que vous êtes prête? Allons-y. Quel est le principal trait de votre caractère? Combattante. La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme? Le respect chez les hommes. La détermination chez les femmes. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La loyauté. Quel est votre principal défaut? Je suis trop crédule. Votre principale qualité? Je vais redire, je suis combative. Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous? À titre privé, ce sont mes enfants. Même s'ils sont casse-pieds. Quel serait votre plus grand malheur? D'en perdre un. C'est toujours privé. Si c'est toujours privé, oui, c'est. Oui. Je vois certains parents qui perdent dernièrement, j'en ai vu un, je pourrais pas. C'est horrible. C'est horrible. Oh, c'est inimaginable, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous aimeriez être? Une porte-parole de la paix. Quel est le pays où vous désireriez vivre? L'Afghanistan. Il faut y aller pour comprendre. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Quelle est la fleur que vous aimez? La rose. Votre animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner? Un phénix. D'accord. J'ai eu beaucoup de coups durs, coups de bas, et chaque fois, je suis renée de mes cendres. Est-ce que vous avez des auteurs et des autrices, des artistes préférés dans tous les domaines de l'art? Honnêtement, je raccourcirais un seul auteur, Rumi, parce que je vois ce qui se passe dans mon pays d'origine, c'est que la culture a disparu, la poésie a disparu. Et Rumi, c'est lui, il n'y a que lui que je vois. Que tout le monde se mette à lire ses poèmes. Mettons un peu de poésie dans nos vies, dans nos cœurs. Quels sont vos héros et héroïnes dans la vie réelle? Dans la vie réelle, ce sont les femmes afghanes, ce sont les femmes en général qui se battent contre les guerres, contre les obscurantismes, contre les oppressions. Ce sont les femmes en général, toutes celles qui ne sont pas dans la lumière. Ce sont elles les vraies héroïnes. Est-ce que vous avez une cuisine et un plat favori? Si on parle en cuisine afghane, j'adore, c'est ce que j'ai baigné là-dedans. Et le plat préféré, c'est le mantou. C'est comme des raviolis. C'est à base d'oignons et de viande hachée avec plein d'épices, mais c'est une tuerie. Je l'adore. Et puis en France, c'est la pièce du boucher, j'adore. Je suis désolée pour les végétariens, je peux pas.
J'essaie d'arrêter la viande, c'est pas possible. Quel est votre mot favori? Espoir. En ce moment, on me dit que tu perds espoir. Je dis non. Je suis fatiguée, ça se sent dans ma voix, mais non, sans espoir, il n'y a plus rien. Ce que vous désireriez par-dessus tout. La paix dans le monde. Est-ce qu'il y a une personnalité politique qui vous inspire dans le présent ou dans le passé? J'en ai deux dans le passé, c'est Simone Veil. Honnêtement, c'est quelle femme. Je dirais pas plus parce que je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter. Et actuelle, c'est Malala Yousafzai. Bon, elle est pakistanaise, mais sacrée femme courageuse, avec son engagement. Il est écrit dans le Coran que l'éducation est un devoir pour garçons et filles. Donc c'est là que je vous dis, c'est pas des mots là. Totalement, vous avez absolument raison. Est-ce qu'il y a, selon vous, une réforme politique qui a vraiment amélioré la société? Une réforme, l'IVG, l'autorisation de l'IVG. J'ai beau être musulmane, mais notre corps nous appartient. Comment aimeriez-vous mourir? Mourir en sachant que le monde va mieux. Quelle est votre devise, le mantra qui vous sert de guide dans la vie? Il faut toujours être persévérante malgré et contre tout. Garder espoir, l'espérance. Ça, je le dis parce que on me dit, mais il n'y a plus rien à faire pour les femmes afghanes. J'ai dit, vous vous rendez compte? Si on se mettait tous à dire ça, mais elles, au pays, qu'est-ce qu'elles penseraient? Dernière question. Quelle est justement la question que vous auriez aimé que je vous pose? Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Eh bien, déjà, c'est bien beau, c'est de porter la voix des femmes. C'est vrai qu'actuellement, c'est ce que je vous dis. Vous avez quand même une certaine notoriété. Là, actuellement, il faut aider les activistes. Il faut vraiment que cette reconnaissance d'apartheid de genre joue un rôle sur les demandes de visa asile. Et là, vous êtes bien mieux placé que moi pour vous faire entendre. Portons la voix ensemble. Merci beaucoup, Sheila Noré, pour votre témoignage. Et puis, à la fois, cette détermination et cette franchise. Merci à vous, Jocelyne. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.